Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Au mois de novembre, l'Université libre de Bruxelles va fêter le 175e anniversaire de sa fondation. Et nous voudrions évoquer la vie de l'université, son histoire, au cours de notre émission d'aujourd'hui. Je vous retrouve dans un instant avec mes invités après notre générique. On va le refaire. On va le refaire, monsieur le maire, on a un petit souci. Vous allez de plus en plus vers la gauche. Prenez bien votre place, on va vous cadrer définitivement et on refait tout. Ah, moi je pensais que j'étais bien, moi. C'est comme ça que je dois être? Voilà, nous allons nous adapter à Je suis bien cadré comme ça? Le cadrage, il est en train de le faire en fonction de vous. Voilà. D'accord, ça va. Maintenant, la coordination est bonne. Parfait. Nous recommençons tout. Voilà. On recommence. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Alors, au menu de notre émission d'aujourd'hui, nous allons évoquer le 175e anniversaire de la fondation de l'Université libre de Bruxelles. Je vous retrouve dans un instant avec mes invités après notre générique. Eh bien, pour évoquer les 175 ans d'existence de l'Université libre de Bruxelles, j'ai bien entendu invité son recteur en la personne de Philippe Vinck. Je vous remercie, Bonjour. monsieur le recteur, d'être là à notre émission d'aujourd'hui. J'ai aussi invité le professeur Dominique Jonker qui s'occupe de la coordination des célébrations du 175e anniversaire. Alors, 175 ans, il y a 175 ans, Theodor Verhagen et ses amis avaient décidé de fonder ce qu'on a d'abord appelé l'Université libre de Belgique, qui deviendra bien vite l'Université libre de Bruxelles. Alors, monsieur le recteur, pourquoi avoir, au début de l'existence de la Belgique, fondé une université libre? Eh bien, il faut savoir qu'à cette époque-là, existaient en Belgique 3 universités, l'université de Liège, l'université de Malines et l'université de Gand. Il n'y avait donc pas d'université à Bruxelles. Et le projet existait de créer une université à Bruxelles, mais les moyens financiers manquaient. Mais dans la foulée, le monde catholique a décidé de créer une université en Belgique et le Theodor Verhagen et ses amis, par réaction à cette initiative du monde catholique, a réuni donc ses amis libéraux pour créer l'Université libre de Bruxelles. Il y avait donc une intention politique ou philosophique derrière cette idée de la création. Tout à fait. Theodor Verhagen, vous pouvez peut-être vous répondre. Oui, bien entendu. Mais on est dans un contexte vraiment passionnant, parce que la Belgique a 4 ans. Sa constitution, Léopold Ier est au pouvoir depuis 1831, tout est neuf, les bourgeois tout d'un coup sont maîtres d'un destin, ce qu'ils n'ont jamais été jusque-là, et donc la constitution prévoit une liberté de tout,
une liberté d'enseignement, de conscience, de culte. Et d'ailleurs, quand notre recteur nous dit « les catholiques ont eu une initiative », c'est une drôle de façon de dire, au fond, parce que tout le monde est catholique. Les libéraux aussi sont catholiques. Les fondateurs de l'Université libre de Bruxelles sont aussi catholiques. Mais ils revendiquent la liberté de pensée et de conscience. Ce que les catholiques cléricaux, sous l'influence... Ultramontains, pourrait-on dire. Ou carrément ultramontains, le haut clergé belge tient à ce que cette liberté de conscience, enfin le Grégoire XVI va publier bientôt une encyclique Mirarivos qui condamne cette liberté de pensée, qui condamne la constitution belge, carrément, et les articles qui concernent justement cette liberté. C'est dans ce contexte-là que se crée l'université, chose d'ailleurs assez extraordinaire, entre le moment... Certes, le projet date de 1831, mais entre le moment où tout d'un coup, en mars, quelque chose comme ça, en mars 1834, Theodor Verhagen dit « en avant marche », le 20 novembre 1834, l'université ouvre ses portes en 6 mois. Ça, c'est extraordinaire. Avec 94 étudiants. Et alors, il faut quand même pas le cacher, c'est au sein des loges maçonniques bruxelloises que ce projet a été conçu et réalisé. Oui, il y a un nommé Auguste Baron. Baron est professeur, Baron est un penseur, je dirais plutôt quelqu'un de doux. Professeur de littérature, oui, je pense. hein. Oui. Et Baron a une idée déjà depuis longtemps. Et Verhagen ne se penche guère sur l'enseignement à ce moment-là. Mais Baron lui parle du projet. Et à ce moment-là, effectivement, Verhagen, qui est maçon, qui est maître d'un atelier qui s'appelle les Amis Philanthropes, décide d'initier Auguste Baron, qui rentre aux Amis Philanthropes et qui, en quelques semaines, quelques mois, passe les différents grades, devient maître et peut proposer à la loge son projet, qui est immédiatement relayé par un discours de Verhagen qui exhorte évidemment ses frères maçons à réunir les fonds, à signer des souscriptions, disant même « nous devons réussir » en milieu libéral, en milieu maçonnique, à faire la même chose que ce que fait le milieu clérical, c'est-à-dire par collecte de fonds, par dons, etc. Nous devons être une espèce d'armée au service de cette idée, au même titre que les cléricaux sont une armée au service d'une idée contraire. Si je peux ajouter quelque chose... Oui, je vous en prie. Je dirais d'ailleurs que pour les catholiques cléricaux, il y a aussi un grand projet qui débute aussi en 1834, qui est de créer l'université catholique de Malines, qui deviendra de Louvain. Et le moteur de ça est le même, c'est une liberté. Donc c'est la liberté prévue par la Constitution qui fait dire aux uns, nous avons la liberté de créer de l'enseignement, qui se veut libre exaministe, mais ça c'est un petit peu un anachronisme, et les catholiques qui de leur côté disent, puisque nous sommes libres, renforçons nos idées et nos principes catholiques durs, dirais-je. Alors vous le rappeliez, Philippe Wink, au départ on n'est pas très nombreux, 100 d'étudiants, et puis aujourd'hui, une des plus importantes universités d'Europe. Alors quels sont on ne va pas entrer dans l'histoire précise de notre alma mater, mais quels sont les éléments historiques importants que vous aimeriez rappeler? Oui. Donc tout d'abord, je voudrais peut-être dresser le portrait de l'ULB aujourd'hui en 3 mots. Oui. Donc aujourd'hui, l'ULB, c'est plus de 20 000 étudiants. Il y en avait 10 000 dans les années 70 et moins de 100 à la création. C'est une université cosmopolite, puisqu'il y a plus de 27% d'étudiants étrangers, ce qui représente 4 fois la moyenne européenne. Donc nous sommes une des universités les plus cosmopolites d'Europe. C'est une université qui a aussi une tradition d'excellence. C'est toujours agréable pour un recteur de rappeler que sur les 5 prix Nobel obtenus par la Belgique au cours de son histoire, 3 ont été obtenus par notre université. C'est aussi une université très sociale. Nous consacrons plus de 2 millions d'euros par an à aider les étudiants qui sont en difficulté financière. Donc à peu près 3 000 étudiants par an sont aidés par le budget social de l'université. Et enfin, c'est une université internationale. D'abord, elle est dans la capitale de l'Europe. Ça, c'est évidemment un coup de chance, mais elle a aussi un réseau international très développé. Ça situe, je pense, l'université aujourd'hui. Très rapide. Très rapide aujourd'hui. Alors, comment en est-on arrivé là? Évidemment, il y a toute une série d'événements marquants dans l'histoire de l'université.
Dominique a rappelé le début. Moi, je dirais qu'au cours du XXe siècle, il y a peut-être 2 événements majeurs qu'on peut rappeler et qui sont chaque fois des rappels aussi des valeurs de l'université. C'est à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, la fermeture de l'université, puisque effectivement le gouvernement allemand souhaitait imposer des professeurs à l'université, des professeurs qui étaient... Ses propres créatures, qui étaient évidemment des professeurs qui soutenaient les idées de l'ordre nouveau et qui étaient donc le nazisme. Et l'université a décidé que, puisqu'on ne lui laissait pas la liberté de choisir ses professeurs, elle allait fermer ses portes. Parallèlement, des cours clandestins ont été organisés chez les particuliers, chez les professeurs, et des amis de l'université qui faisaient partie du jury central ont accepté de faire passer des examens, de sorte que les étudiants n'ont pas perdu 4 ans, mais ils ont perdu un peu moins dans l'aventure. Ils ont dû suivre les enseignements dans les autres universités qui continuaient à Effectivement, à il y avait certains cours se donnaient chez les professeurs et puis d'autres en secret, en toute discrétion, tout à fait clandestin dans les caves, et puis d'autres effectivement se donnaient dans les autres universités qui ont accueilli nos étudiants. Ça, c'est un premier événement qui, je pense, marque bien la spécificité de l'université. Le deuxième, c'est mai 68. Évidemment, là, toutes les universités ont été concernées, mais c'est quand même le moment où, donc je ne dois pas rappeler tous les événements de mai 68, j'imagine que tout le monde les connaît, mais c'est quand même le moment où on a fondamentalement changé les structures et la gouvernance de l'université en instaurant un nouveau conseil d'administration où, pour la première fois, des étudiants pouvaient siéger. Nous avons été la première université à avoir des étudiants dans notre conseil d'administration. Donc là, vous avez été à la pointe du progrès social, pourrait-on dire. On a été à la pointe du progrès, et comme autre exemple, on pourrait dire que l'ULB a été la première université belge à accueillir une étudiante, une fille étudiante, et c'est la première université qui a eu un professeur féminin, et c'est aussi la seule université de la communauté française qui a eu un recteur femme. Donc dans tous ces domaines, nous sommes chaque fois un pas en avant. Oui, vous vouliez faire un commentaire supplémentaire, rappeler un petit point d'histoire avant que nous ne passions à l'évocation des projets, des fêtes qui concernent le 175e anniversaire. Non, peut-être si je devais reparler du 19e siècle, je pense qu'il y a certains points importants que Philippe a déjà évoqués, par exemple l'accession de la première femme à un diplôme universitaire en droit. Il y a eu évidemment au 19e également pas mal de contestations au sein même de l'université, parce que... Le conflit entre les spiritualistes et les matérialistes. Oui, c'est assez étonnant. D'ailleurs, comme on le disait, les maçons eux-mêmes, étant à la base, étant eux-mêmes catholiques, ils ne sont devenus réellement anticléricaux, agnostiques, athées que plus tard. Et pendant longtemps, à l'ULB, se sont affrontés 2 courants de pensée, le spiritualisme et le matérialisme, sous la domination d'ailleurs d'une espèce de tyran de la pensée qui était Tibérien, qui était un professeur de philosophie qui a régné sur la philo et lettres pendant, à mon avis, une 40aine d'années. Et donc les pensées matérialistes et spiritualistes étaient très opposées à l'ULB à l'époque. Matérialistes principalement, bien entendu, dans les facultés de sciences et spiritualistes dans les facultés de philosophie. Voilà. Ce qui a donné lieu à certains incidents, comme par exemple le refus d'une thèse fameuse d'un étudiant qui était étudiant de Tibérien, qui a défendu une thèse qui allait à l'encontre des opinions de Tibérien et qui a soulevé les étudiants de l'université et l'opinion publique d'ailleurs lors de ces conflits. Voilà quelques événements de conflits de pensée très intéressants. Donc l'ULB aussi là, à la pointe du progrès philosophique au sein de la société intellectuelle belge, pourrait-on dire. En effet. Alors nous allons parler dans une émission spéciale des projets que l'université a pour les prochaines années, pour les prochaines décennies, mais que pourrait-on déjà en dire? Quels sont, monsieur le recteur, vos projets pour l'université, disons pour les 25 prochaines années? Oui, mais donc comme vous le savez, l'université a comme mission principale la création de la connaissance par la recherche et la diffusion de la connaissance par l'enseignement. Donc ce sont 2 missions qui sont étroitement interreliées. Et donc nous avons comme projet dans la matière de la recherche de continuer à maintenir cette tradition d'excellence dont je parlais tout à l'heure. Et cela nécessite évidemment des moyens supplémentaires pour l'université. Donc là je vais parler un petit peu argent. Il faut bien se rendre compte que nos universités en communauté française ne sont pas financées suffisamment pour pouvoir continuer à concurrencer les universités européennes ou
ou des États-Unis, etc. Et donc, un projet que nous avons, c'est de mettre en place toute une série de mesures en vue de maintenir notre recherche au plus haut niveau et en particulier en vue de recueillir des fonds pour pouvoir donner à nos chercheurs les équipements dont ils ont besoin et les collaborateurs dont ils ont besoin. Donc nous lançons une grande campagne de fundraising. Nous allons reconstituer la base de nos anciens, de nos alumni et lancer des campagnes de fundraising autour de projets bien précis qui visent à donner les meilleures conditions possibles de travail à nos chercheurs. Ça, c'est dans le domaine de la recherche. Dans le domaine de l'enseignement, nous avons commencé maintenant un certain nombre d'opérations qui visent à promouvoir la promotion de la réussite, à savoir aider les étudiants de première année à mieux réussir. Tout le monde sait aussi qu'il y a trop d'échecs en première année à l'université, et là, les expériences... Pas seulement à l'université. Non, bien sûr, dans toutes les universités. Dans toutes les universités. Et donc là, nous avons lancé un certain nombre de mesures qui visent à aider les étudiants à mieux réussir, et là, on commence à voir les résultats de ces opérations. Et je dirais qu'un troisième, peut-être, projet, c'est la constitution d'un réseau international d'universités d'excellence. Donc nous sommes en train d'établir des partenariats avec des universités comme Oxford, Cambridge, Berkeley, Université Paris 6, etc., de façon à offrir à nos étudiants et à nos chercheurs des universités partenaires où ils peuvent se rendre et développer leur recherche et leur enseignement. Voilà, de façon très schématique, 3 projets que nous avons en vue. Alors, à partir de novembre 2009, l'université est en fête. Elle va célébrer son 75e anniversaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les cérémonies, les circonstances que vous avez prévues? Quelles sont les actions qui vont se dérouler dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? Mais écoutez, d'abord toute une série de choses, parce qu'au fond, c'est quoi un anniversaire? Une université, et l'ULB en particulier, a chaque année des tas de projets intéressants qui sont de l'ordre de la connaissance, de la science, dans le domaine des musées par exemple et des expositions. Donc 175 ans, c'est tout d'un coup l'occasion de mettre les petits plats dans les grands et de faire la même chose, je dirais, en mieux et en plus luxueux, avec un petit peu de séduction d'ailleurs vers le grand public, parce qu'on se dit c'est le moment de sortir un petit peu de sa coquille. Et d'associer le public. Et d'associer le public, bien entendu, à la connaissance, à la fête, à la science et à des choses passionnantes. Donc ça c'est la base. Donc quand les instances universitaires, les doyens de faculté, les recteurs, présidents se réunissent, on sort les bijoux de famille, si je puis dire. Et donc il y aura plusieurs types d'activités, des expositions d'abord. Prenez une exposition qui s'appelle par exemple « Pas ce soir chérie » et qui est consacrée à l'image de la sexualité depuis le début du 19e siècle. C'est très passionnant à montrer au grand public, et il faut savoir que derrière, il y a des années et des années de recherche sur ces images. Oui, et je dirais aussi des années et des années de combat, parce que l'université absolument. s'est battue là. Pour faire reconnaître le phénomène de la sexualité. Et donc tout d'un coup, ça sort sur la place publique sous la forme d'une exposition. Donc une série d'expositions, une série d'événements, je dirais, ponctuels, comme une pièce de théâtre au Palais des Beaux-Arts, de type commémoratif, où on va parler justement de 1834 et de la création de l'université. Et c'est quand Alors très exactement, ça c'est le 16 novembre, c'est l'ouverture de nos festivités du 175e, l'ouverture officielle, c'est un lundi. Donc dans la salle Henri Leboeuf aura lieu cette pièce qui s'intitule 1834 et qui relate les débuts de l'université et de la Belgique naissante d'ailleurs. Et tout le monde est évidemment invité à participer au spectacle en s'inscrivant auprès du Palais des Beaux-Arts. Tout à fait. Autre type donc des expositions, des événements, par exemple un festival du film. Tout d'un coup, la faculté de droit nous dit mais il y a toujours des sujets juridiques dans les films. Pourquoi ne pas montrer les films que le grand public connaît et aime, et organiser, par exemple, après la projection du film, un débat entre un juriste patenté et le metteur en scène ou le réalisateur du film. Donc voilà des idées de ce genre. En vue aussi de mettre en évidence les compétences et la recherche qui est faite dans ce cas-ci dans le domaine du droit. Dans le domaine du droit, bien entendu. Oui, prendre la connaissance et aller vers le grand public. Je vais empiéter quelques instants sur un autre sujet qui est cette fameuse semaine des Nobel dont notre recteur nous parlera, mais dans ce cadre-là aussi, il y aura par exemple la présence d'Alain Hubert, qui va bien entendu nous parler de sa station polaire, dans un but
d'intéresser le grand public à la science et à la connaissance. Alors, notre ami a déjà soulevé un peu le poids du voile en parlant de la Semaine des Nobel. De quoi s'agit-il, Donc, la Semaine des Nobel sera le clou des festivités. Donc, elle se situe dans la semaine du 3 mai 2010, où nous avons l'intention, et donc en fait l'organisation est déjà bien avancée, d'inviter dans notre université une quinzaine de scientifiques de haut niveau qui ont obtenu des prix Nobel, en consacrant les différents jours de la semaine à différentes thématiques, mathématiques, physique, chimie le lundi, médecine le mardi. Le mercredi, nous aurons une grande cérémonie de docteur honoris causa où tous ces prix Nobel seront faits docteur honoris causa de l'université. Le jeudi, on passe à l'économie. Le vendredi, on termine par la philosophie et les sciences humaines. Et autour, évidemment, donc ces prix Nobel seront invités à présenter, bien sûr, des conférences et à s'adresser aux chercheurs et au monde universitaire. Mais autour de cet événement, chaque jour, chaque soir, seront organisées des activités plus destinées, plus particulièrement au grand public. Et donc, par exemple, je pense que c'est le jeudi, nous envisageons à Flagey, sur la place Flagey, un grand événement au cours duquel tout le public sera invité et où nous présenterons une sorte de vulgarisation de ce que font ces prix Nobel et d'un dialogue entre ces prix Nobel et les chercheurs de l'université en vue d'expliquer au public ce que sont ces recherches et à quoi elles peuvent servir. Est-ce que vous avez déjà pressenti des personnalités? Est-ce que vous pouvez déjà présenter des noms de ces invités? Eh bien, par exemple, pour le premier jour, nous aurons comme mathématicien M. Alain Cohn, que probablement le grand public connaît moins bien, puisque c'est un mathématicien et que les mathématiques sont généralement peu connues du grand public. Mais c'est une médaille Fields, c'est pas un prix Nobel, puisque, comme vous le savez, le prix Nobel de mathématiques n'existe pas, mais il y a l'équivalent qui s'appelle la médaille Fields, et qui a écrit, M. Alain Cohn, un livre assez célèbre qui fait beaucoup réfléchir, qui est un dialogue avec un philosophe, plutôt un chercheur, neuroscientifique sur la question de savoir si, par exemple, le chiffre 2 existe ou pas dans la nature, ou si c'est une création de l'être humain. Voilà, c'est un exemple. Nous avons aussi, probablement, le jeudi, nous invitons le prix Nobel d'économie Stiglitz, qui lui est sans doute plus connu de l'opinion publique, puisque lui, évidemment, défend des idées concernant les modèles économiques de la société. Alors, vous évoquiez tout à l'heure une pièce de théâtre qui va représenter quoi? La vie à l'université, ce qui s'est passé dans l'histoire Non, la pièce, effectivement, il s'agit d'histoire. D'histoire avec les ingrédients qu'il faut pour que ce ne soit pas un cours d'histoire, d'ailleurs. Et ces ingrédients, c'est quoi? Avec une petite dramaturgie. Bien entendu. Le didactisme est quelque chose d'horrible, mais d'une part, la partie historique est vraiment passionnante. Les conflits idéologiques sont absolument passionnants, et je fais une courte parenthèse. Il se pourrait, par exemple, qu'un des points clés de la pièce de théâtre soit un conflit entre Theodor Verhagen et son petit-fils, puisque autant le grand-père a été militant pour la cause libérale, autant le petit-fils a été militant pour la cause ultramontaine, et c'est avec la même énergie et la même fougue. Donc, une pièce de théâtre avec des comédiens, d'ailleurs, qui sont des comédiens de renom de la place belge, qui sont Jean-Marie Pétignot, d'une part, et Jacques Viala, d'autre part, qui seront entourés de 4 jeunes comédiennes issues du Conservatoire de Bruxelles. Voilà. Là-dessus, d'ailleurs, petit détail encore sur cette pièce de théâtre, figurez-vous que j'ai retrouvé dans les archives de la maçonnerie belge une cantate qui a été écrite à l'occasion d'une tenue funèbre commémorant le décès de Verhagen. Il y aura donc des intermèdes musicaux extraits de cette fameuse cantate. Voilà, donc cette pièce de théâtre qui inaugure cette série d'événements. Jacques, je voudrais dire une chose parce que je n'ai pas été clair à ce sujet. Au fond, c'est toute une série de choses qui s'étalent avec beaucoup de régularité entre le 16 novembre et le 10 mai, grosso modo. Bien entendu, tous les sites internet de l'ULB permettent au public de voir tout ce qui va être proposé, et il y a vraiment beaucoup. Oui, et disons-le, toutes ces activités sont bien sûr ouvertes à tout le public. Absolument. Ces activités sont ouvertes et gratuites. Sont pas réservées. Et peut-être qu'on peut aussi signaler que la Semaine des Nobel se terminera
le samedi soir, par ce que nous appelons la Nuit des Lumières, c'est-à-dire une grande fête dans Bruxelles, dans les rues de Bruxelles, sur les places de Bruxelles, où seront organisées des représentations théâtrales, des concerts, des banquets, à l'occasion de ce 175e anniversaire. J'imagine que vous prenez le mot lumière dans les deux sens. Bien entendu. Et que vous faites implicitement référence à cette philosophie des Lumières qui a inspiré l'université dans sa philosophie et dans son histoire. Tout à fait. Tous les événements que nous avons relatés au cours de cette émission montrent qu'il y a une sorte de leitmotiv de l'université qui est la défense du progrès, de la liberté. Ceux qui connaissent le chant du Sommeur savent à quel point la liberté est importante. Alors évidemment, la vie de l'université ne s'arrête pas le jour de ses 175 ans. Et quels sont vos espoirs à l'un et à l'autre pour la vie de l'université dans les prochaines années? Quels sont vos espoirs? On parlera des projets donc dans une autre émission, mais vos espoirs, qu'est-ce que vous espérez pour l'université dans le contexte belge ou dans le contexte international? Là, je pense que notre recteur est le mieux placé pour vous expliquer nos espoirs collectifs. Oui. Mais ce que j'espère, c'est que notre université puisse continuer effectivement à défendre ses valeurs et à prendre position, donc à sortir effectivement de sa tour d'ivoire, parce qu'on dit souvent que les universités sont dans leur tour d'ivoire, mais vous avez pu voir à travers les exemples que quand l'occasion se présente, l'université sort aussi de sa tour d'ivoire. Donc qu'elle continue à jouer son rôle social, je pense que c'est important, qu'elle continue à participer à la création de la connaissance et au progrès de l'humanité et de la liberté de penser, qui est quand même notre raison d'être à l'ULB. Et cela au niveau international. Effectivement, oui. Et là, je voudrais faire une incise parce que je trouve que ce qui était évidemment passionnant dans les problèmes intellectuels du 19e, par exemple, c'est que, évidemment, les penseurs étaient confrontés sans cesse à des nouveautés scientifiques autour desquelles il fallait chaque fois prendre position. Et ça, c'est absolument intéressant, il ne faut pas l'oublier. C'est encore la situation. Et c'est encore la situation aujourd'hui, ça ne change pas. Et donc, face au bouleversement scientifique et au progrès de la connaissance, par exemple le clonage, qu'est-ce qu'on fait? Avec quel genre d'esprit réagit-on? Un esprit fermé ou un esprit ouvert? Est-ce que l'on se permet, avant de légiférer ou avant de normaliser, de laisser l'esprit partir dans toutes les directions pour les envisager avec objectivité et neutralité pour commencer, avant d'avoir une opinion? Et ça, voilà, c'est l'incise que je voulais faire, que j'espère que notre université sera toujours... Tout à fait. Il faut bien voir que les sciences de la vie sont un des points forts de notre université et que les recherches qui sont faites actuellement, effectivement, peuvent conduire à des mutations de la société en fonction des applications que l'on fera de ces découvertes. Eh bien, Philippe Vinck, Dominique Jonker, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. J'espère que seront nombreuses les personnes à participer à toutes les manifestations que vous organisez dans les prochaines semaines. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup.